À 34 ans et toujours célibataire? A annoncé ma sœur lors du déjeuner d'anniversaire de maman. Tu mourras seul, sans famille. Tout le monde a hoché la tête tristement. Papa a ajouté, quel gâchis. J'ai juste souri et regardé ma montre. Les portes du restaurant se sont ouvertes. Mon mari, un chirurgien renommé, est entré avec nos jumeaux de 5 ans. Derrière eux, une nounou portait notre bébé de 6 mois. Ma sœur est restée bouche bée quand mon mari a dit. Le restaurant Garden Terrace était le genre d'endroit qui nécessitait des réservations des mois à l'avance, et qui imposait un code vestimentaire strict. La lumière du soleil filtrait à travers les baies vitrées, du sol au plafond, illuminant les tables de clients bien habillés, qui dégustaient des salades hors de prix et des cocktails artisanaux. Le déjeuner du 60e anniversaire de maman occupait la grande table d'angle, parfaitement positionnée pour être vue par tout le monde dans le restaurant. 30 membres de la famille s'y pressaient, tantes, oncles, cousins, les amis les plus proches de mes parents, tous réunis pour célébrer les 6 décennies de la vie de Linda Patterson, avec des toasts au champagne et des conversations soigneusement choisies. J'étais assise à l'autre bout de la table, vêtue d'un simple chemisier blanc et d'un pantalon bleu marine, sirotant de l'eau gazeuse pendant que tous les autres buvaient des mimosas. Ma sœur aînée, Véronica, trônait au centre, assise à côté de maman dans une robe de créateur qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Son mari, Douglas, était à côté d'elle, l'air important dans son costume d'avocat. Mon jeune frère, Marcus, était assis en face de moi avec sa femme enceinte, Ashley. Tous deux rayonnaient dans l'anticipation de leur premier enfant. Papa présidait la table depuis sa place à côté de maman, surveillant sa famille avec la satisfaction d'un homme qui avait bâti une vie réussie. Et puis il y avait moi, Nathalie Patterson, la fille célibataire, la femme de carrière, la déception familiale qui avait donné la priorité au travail plutôt qu'au mariage et à la maternité. Nathalie a l'air fatiguée, observa tante Suzanne 3 sièges plus loin, sa voix portant facilement à travers la table. « Est-ce que tu dors assez, ma chérie? Tu as l'air un peu usée. »« Je vais bien, dis-je. Juste occupée par le travail. »« Toujours le travail avec toi, soupira-t-elle. »« Pas de temps pour autre chose. » Nathalie est mariée à sa carrière, dit Véronica avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « N'est-ce pas, Nat? Ton travail, c'est toute ta vie. »« J'aime mon travail, dis-je simplement. »« Tu l'aimes un peu trop si tu veux mon avis, » dit papa en coupant son steak. « Une carrière est importante, mais ce ne devrait pas être tout. Regarde Véronica. Elle est une avocate accomplie, et elle a quand même trouvé le temps de se marier, d'avoir des enfants, de construire une famille. C'est une question d'équilibre, papa, renchérit Véronica. Prendre du temps pour ce qui compte vraiment. Contrairement à Nathalie, ajouta Marcus utilement, qui travaille 70 heures par semaine et rentre dans un appartement vide. Il n'est pas vide, dis-je. J'ai un chat. La table éclata de rire. Même maman, bien qu'elle ait essayé de le cacher derrière sa serviette. Un chat? Répéta l'oncle Richard. Eh bien, au moins tu as quelque chose. Quoiqu'un chat ne soit pas exactement un substitut pour un mari et des enfants, dit tante Carole. Sans vouloir t'offenser, Nathalie, mais tu as 34 ans. L'horloge tourne. L'horloge biologique, précisa Véronica comme si je risquais de ne pas comprendre. Tu sais, si tu veux des enfants, tu devrais vraiment t'y mettre bientôt. Après 35 ans, la fertilité chute considérablement. Et tu ne vois personne en ce moment, n'est-ce pas? Pas que j'ai mentionné, dis-je. Pas que l'on sache, corrigea Douglas. Véronica me dit que tu n'as pas amené de cavalier à un événement familial depuis plus de 3 ans. C'est inquiétant. Ah bon? Demandai-je doucement. Cela suggère que tu ne donnes pas la priorité aux relations, dit-il sur le ton condescendant qu'il utilisait probablement avec les jeunes associés. Tu es tellement concentré sur ta carrière que tu as oublié de te construire une vie personnelle. J'ai une vie personnelle, dis-je. Vraiment? Véronica se pencha en avant, son expression étant un mélange parfait d'inquiétude et de jugement. À quand remonte ta dernière sortie galante? Un vrai rendez-vous, pas un dîner de travail. Ça fait un moment, admis-je. Vous voyez, dit-elle en se tournant vers la table. Ma sœur a 34 ans, elle est belle et a du succès, mais elle est complètement seule. Ça me brise le cœur. Il n'est pas trop tard, dit maman rapidement, tendant la main vers le bas de la table pour tapoter la mienne. Nathalie, il est encore temps. Tu pourrais rencontrer quelqu'un. T'installer.
Avoir une famille. Tu as juste besoin d'en faire une priorité. Comme moi j'en ai fait une priorité, dit Véronica. J'avais 31 ans quand j'ai épousé Douglas. Nous avons eu notre premier bébé à 33 ans. Maintenant, nous avons 2 beaux enfants et un 3e en route. Elle toucha son ventre encore plat. L'annonce se propagea autour de la table avec des exclamations et des félicitations. Bien sûr, Véronica était encore enceinte. Bien sûr, elle avait choisi le déjeuner d'anniversaire de maman pour l'annoncer. Félicitations, dis-je. Et je le pensais vraiment. Les enfants de Véronica étaient en fait des gamins adorables. Merci, dit-elle gracieusement. Nous sommes ravis. 3 enfants à 36 ans. Douglas et moi construisons une vraie famille. L'accent mis sur vrai était subtil mais clair. Contrairement à certaines personnes, dit tante Suzanne en me regardant avec pitié, qui mourront seules avec seulement leur réussite professionnelle à montrer pour toute leur vie. Suzanne, dit maman faiblement. Mais elle n'était pas vraiment en désaccord. Je dis juste ce que tout le monde pense, poursuivit tante Suzanne. Nathalie, tu es une fille charmante. Intelligente, accomplie. Mais à quoi bon une carrière réussie si tu n'as personne avec qui la partager? Pas de mari, pas d'enfant, pas de famille. J'ai une famille, dis-je. Je suis assise ici avec vous. Tu sais ce que je veux dire, dit-elle. Ta propre famille, un mari qui t'aime, des enfants qui ont besoin de toi, un héritage au-delà des rapports trimestriels et des évaluations de performance. À 34 ans et toujours célibataire, la voix de Véronica s'éleva, s'assurant que les tables voisines pouvaient entendre. Nathalie, tu dois regarder la réalité en face. Tu mourras seule, sans famille. Juste une série d'accomplissements qui ne te tiendront pas chaud la nuit et ne te rendront pas visite quand tu seras vieille. La table devint silencieuse. Tout le monde attendait ma réponse. Quel gâchis, dit papa en secouant la tête. Tu avais tant de potentiel, Nathalie. Tu en as toujours. Mais tu l'as laissé filer, en te concentrant sur le travail au lieu de construire une vie. J'ai construit une vie, dis-je. Vraiment, demanda Marcus. Une vraie vie ou juste une carrière? Je regardai ma montre. 12h47, timing parfait. J'ai une vie très réelle, dis-je calmement. C'est juste que vous ne la connaissez pas. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Demanda Véronica sèchement. Ça veut dire que vous avez tous fait beaucoup de suppositions, dis-je. Sur ma vie, mes choix, mes priorités. Sans jamais vraiment me poser de questions à ce sujet. Nous demandons. Protesta maman. À chaque réunion de famille, nous te demandons comment tu vas. Tu réponds toujours bien et tu changes de sujet. Parce que vous ne voulez pas vraiment entendre parler de ma vie, dis-je. Vous voulez entendre que je vois enfin quelqu'un, que je m'installe enfin, que je deviens enfin la version de moi qui correspond à votre récit. Ce n'est pas juste, dit Véronica. Ah non? Demandai-je. À quand remonte la dernière fois où quelqu'un à cette table a posé des questions sur mon travail? Sur ce que je fais réellement? Sur ce que j'ai accompli? Silence. Vous savez que je suis médecin, poursuivis-je. Mais est-ce que l'un d'entre vous sait quel genre? Quelle est ma spécialité? Où je travaille? Tu es docteur, dit papa vaguement. Dans un hôpital quelque part. Je suis chef de la chirurgie pédiatrique à l'hôpital pour enfants, dis-je. Je dirige un service de 47 médecins et infirmières. J'ai publié 23 articles évalués par des pairs. J'ai développé une nouvelle technique chirurgicale pour corriger les malformations cardiaques congénitales, qui est maintenant utilisée dans les hôpitaux du monde entier. L'année dernière, j'ai reçu le prix de l'innovateur de l'American College of Surgeons. La table me fixa. Mais aucun de vous ne le sait, dis-je. Parce que vous n'avez jamais demandé. Vous êtes trop occupé à me plaindre d'être célibataire. Tu es célibataire, quand même, dit tante Carole faiblement. Le suis-je? Demandai-je. Les yeux de Véronica se plissèrent. Es-tu en train de dire que tu n'es pas célibataire? Je regardai à nouveau ma montre. Eh bien, je dis que vous devriez arrêter de faire des suppositions, dis-je. Les portes du restaurant s'ouvrirent. J'avais chronométré cela parfaitement. Michael m'avait envoyé un message il y a 5 minutes pour me dire qu'il se garait. J'avais calculé exactement le temps qu'il faudrait pour sortir les enfants de la voiture,
traversai le hall et arrivai à l'entrée du restaurant. Mon mari entra le premier. Le docteur Michael Chin était impossible à rater. Un M88, impeccablement vêtu d'un pantalon et d'une chemise boutonnée, portant notre fille de 5 ans, Emma, sur sa hanche tout en tenant la main de notre fils, Oliver. Il avait cette confiance naturelle qui venait du fait d'être l'un des meilleurs neurochirurgiens du pays, combinée à la chaleur d'un homme complètement à l'aise avec la paternité. Derrière lui, notre nounou, Maria, portait notre fille de 6 mois, Lily, dans un porte-bébé. Le restaurant entier sembla se figer. Plusieurs clients reconnurent Michael. Son visage avait fait la couverture d'une revue médicale le mois dernier pour ses travaux révolutionnaires en neurochirurgie pédiatrique. Il m'aperçut et sourit, ce sourire brillant dont j'étais tombée amoureuse il y a 7 ans. Il commença à marcher vers notre table. 3 enfants et une nounou à sa suite. Je me levai, observant les visages de ma famille. Maman avait pâli. La fourchette de papa s'était figée à mi-chemin de sa bouche. Véronica avait l'air d'avoir reçu une gifle. La bouche de Marcus était littéralement grande ouverte. « Maman !» cria Emma en tendant les bras vers moi alors qu'il s'approchait. Michael la posa et elle courut les derniers mètres, s'écrasant contre mes jambes avec l'enthousiasme que seul un enfant de 5 ans pouvait rassembler. « Salut, mon bébé !» dis-je en la soulevant et en l'embrassant sur la joue. « Tu t'es bien amusé à l'aquarium. On a vu des loutres ?» annonça TL. « Et papa nous a acheté de la glace même si ce n'est pas l'heure du dessert. » Michael nous rejoignit, se penchant pour m'embrasser. Un vrai baiser, le genre qui ne laissait aucun doute sur le fait que nous étions mariés. « Joyeux anniversaire à ta mère », dit-il. « Désolé pour le retard. » L'exposition des loutres était plus populaire que prévu. Oliver s'écrasa contre mon autre côté, enroulant ses bras autour de ma taille. « Maman, on peut avoir une loutre comme animal de compagnie ? S'il te plaît ? » On en discutera, dis-je en riant. Maria arriva avec bébé Lily, qui faisait ces petits bruits d'agitation affamée que je reconnaissais immédiatement. « Elle a besoin de téter bientôt », dit Maria doucement. « Dans quelques minutes », dis-je en prenant Lily du porte-bébé et en l'installant contre mon épaule. Elle se calma immédiatement, contente juste d'être tenue. Je me tournai vers ma famille. 30 personnes me fixaient dans un silence complet. Les tables voisines nous fixaient aussi, clairement diverties par le drame qui se déroulait. « Tout le monde, dis-je calmement, j'aimerais vous présenter mon mari, le docteur Michael Chin. »« Michael, voici ma famille. » Michael tendit la main à mon père qui la prit machinalement, encore trop choqué pour parler. « Monsieur Patterson, c'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Nathalie parle souvent de vous. » Son mari. Bégaya papa. « Marié depuis 7 ans, confirma Michael. Nous nous sommes rencontrés pendant nos internats à Johns Hopkins. Mariés 6 mois plus tard. La meilleure décision que j'ai jamais prise. » Il me regarda en le disant, et l'amour dans ses yeux était si évident que plusieurs femmes aux tables voisines en soupirèrent. « Et voici nos enfants, continuai-je alors qu'Emma et Oliver se pressaient contre mes flancs. Emma et Oliver sont jumeaux, ils ont 5 ans. Et voici Lily, notre petite dernière, 6 mois. Des enfants. Chuchota maman. Tu as des enfants ? 3, confirmai-je. Bien que nous pensions essayer d'en avoir un de plus. Michael veut 4 enfants au total. Moi, j'hésite encore. 4 enfants, ça semble parfait, dit-il en passant un bras autour de ma taille et en m'embrassant la tempe. Mais 3, c'est déjà génial aussi. Tu es marié, dit Véronica, et sa voix était devenue perçante. Tu as 3 enfants, et tu ne nous l'as jamais dit. Vous n'avez jamais demandé, dis-je simplement. Vous étiez trop occupé à me dire à quel point j'étais célibataire, à quel point je mourais seul, à quel point je gâchais ma vie avec ma carrière. Tante Suzanne luttait pour former des mots. Comment n'avons-nous pas su ? Comment est-ce possible ? Vous ne saviez pas parce que vous n'avez jamais montré d'intérêt pour ma vie réelle, dis-je. À chaque réunion de famille, vous demandiez si je voyais quelqu'un. Je disais que j'étais occupé. Vous supposiez que cela signifiait célibataire et seul. Vous n'avez jamais posé de questions de suivi. Jamais voulu de détails. Vous avez juste comblé les vides avec vos suppositions. Tu nous as menti, accusa Véronica. Je n'ai jamais menti, dis-je fermement. Je n'ai jamais dit que j'étais célibataire. Vous l'avez supposé.
Quand vous demandiez si je voyais quelqu'un, je disais que j'étais occupé, ce qui est vrai. Entre la chirurgie, la recherche et l'éducation de 3 enfants avec mon mari, je suis très occupé. Tu nous as délibérément induits en erreur, dit Douglas. Je vous ai laissé croire ce que vous vouliez croire, corrigez-je. Il y a une différence. Michael sortit son portefeuille et montra une photo à mon père. C'est de notre mariage il y a 7 ans. Une petite cérémonie, juste des amis proches et des collègues. Nous aurions invité la famille, mais Nathalie a dit que vous supposeriez tous qu'elle faisait une erreur en se mariant si jeune et que vous essaieriez de l'en dissuader. Ce n'est pas. Comment ça, maman? Si, c'est le cas, l'interrompis-je. Vous avez passé toute ma vie d'adulte à me dire que j'étais trop concentré sur ma carrière, trop ambitieuse, trop indépendante. Si je vous avais dit à 27 ans que j'épousais un neurochirurgien que je connaissais depuis 6 mois, vous auriez dit que je me précipitais, que je gâchais mon potentiel, que je faisais une erreur impulsive. Le silence coupable le confirma. Alors nous nous sommes enfuis, dit Michael joyeusement. Le meilleur mariage que j'aurais pu imaginer. Juste nous, 2 témoins et un juge de paix. Puis nous sommes retournés au travail. Nous avions tous les 2 des opérations prévues le lendemain. Vous vous êtes mariés et êtes allés travailler le lendemain, demanda Marcus. Nous sommes tous les 2 chirurgiens, dis-je. Les patients se fichent de vos projets de lune de miel. Nous avons fait un vrai voyage 3 mois plus tard. 2 semaines en Italie. C'est d'ailleurs là que nous avons conçu les jumeaux. Trop d'informations, marmonna Véronica. Tu as posé des questions sur ma vie personnelle, dis-je doucement. Je partage. Oliver tira sur ma manche. Maman, j'ai faim. On peut manger? Bien sûr, mon bébé, dis-je. Je regardais le gérant du restaurant qui rôdait à proximité, clairement incertain de ce qu'il fallait faire avec les invités supplémentaires. Nous aurons besoin d'une table pour ma famille. Un groupe de 5, y compris une chaise haute pour le bébé. Tout de suite, Dr Patterson, dit-il, me reconnaissant de mes nombreux repas ici avec des collègues médecins. Votre table habituelle? Parfait. Merci. Vous avez une table habituelle, dit papa faiblement. Nous mangeons souvent ici, expliqua Michael. C'est proche des 2 hôpitaux. Nathalie est à l'hôpital pour enfants et moi au mémorial. Quand nous avons tous les 2 des opérations l'après-midi, nous nous retrouvons ici pour déjeuner avec les enfants. Les 2 hôpitaux, répéta Marcus. Tu es médecin aussi. Neurochirurgien, dit Michael. Je dirige le service de neurochirurgie pédiatrique au mémorial. Nathalie et moi consultons souvent ensemble sur des cas, des affections congénitales qui nécessitent à la fois une intervention cardiaque et neurochirurgicale. Vous êtes tous les 2 chefs de service, dit l'oncle Richard lentement. Oui, monsieur, confirma Michael. Bien que le département de Nathalie soit plus grand. Elle a 47 membres du personnel. Je n'en ai que 32. Seulement 32, le taquinai-je. Si petit. Il rit et m'embrassa à nouveau. Emma fit la grimace. Burke, des bisous. Tu apprécieras les bisous quand tu seras plus grande, lui dis-je. Jamais. Déclara-t-elle dramatiquement. Notre table était prête. Michael commença à guider les enfants vers elle, mais il s'arrêta. Monsieur et Madame Patterson, nous serions honorés si vous vous joigniez à nous. Nous ne voulons pas interrompre votre célébration, mais les enfants adoreraient rencontrer leurs grands-parents correctement. Je veux dire, pas seulement en photo. En photo, demanda maman faiblement. Celle que Nathalie leur montre, dit-il. Elle a un album entier de photos de famille. Les enfants connaissent les visages et les noms de tout le monde. Emma et Oliver peuvent nommer tous leurs cousins même s'ils ne les ont jamais rencontrés. On s'entraîne, dit Emma fièrement. Maman nous montre des photos et nous raconte des histoires sur tout le monde. Tu leur as parlé de nous, demanda Véronica. Bien sûr, dis-je. Vous êtes leur famille. Ce n'est pas parce que vous ne les connaissez pas qu'ils ne vous connaissent pas. L'accusation flottait dans l'air. Nous aimerions nous joindre à vous, dit papa en se levant soudainement. Linda. Maman se leva aussi, des larmes coulant sur son visage. J'ai raté 7 ans. 7 ans du mariage de ma fille. La naissance de mes petits-enfants. Leur premier pas, leur premier mot, tout. Tu ne l'as pas raté parce que c'était caché, dis-je doucement. Tu l'as raté parce que tu n'as jamais demandé.
l'information était toujours disponible. Il fallait juste s'en soucier assez pour regarder. Je m'en soucie, dit-elle, la voix brisée. Alors viens déjeuner, dis-je. Rencontre tes petits-enfants. Apprends à connaître ton gendre. Découvre la vie que j'ai réellement construite au lieu de celle que tu as imaginée pour moi. Nous nous sommes déplacés vers la plus grande table. Emma et Oliver ont grimpé sur les chaises, excités de déjeuner au restaurant. Lily s'était endormie contre mon épaule, son petit poing fermé près de sa bouche. Michael commanda pour les enfants. Il connaissait parfaitement leurs préférences. Oliver voulait des doigts de poulet. Emma voulait des macaronis au fromage. Et nous partagions des bouchées des deux avec eux tout en faisant semblant de ne pas les voir piquer de la nourriture dans les assiettes de l'autre. « Quel âge ont-ils » demanda tante Carole, essayant encore de digérer l'information. « Les jumeaux viennent d'avoir 5 ans le mois dernier, dis-je. Lily a 6 mois. Tu as eu un bébé il y a 6 mois, dit Véronica. Et tu es chef de chirurgie? Comment est-ce même possible? Congé maternité, excellente garde d'enfants, et un partenaire solidaire, dis-je en souriant à Michael. Michael a pris un congé paternité aussi. Nous nous sommes relayés les 3 premiers mois. Puis Maria a commencé à aider pendant la journée pour que nous puissions tous les deux retourner au travail. Maria est merveilleuse, ajouta Michael. Ancienne infirmière pédiatrique. Les enfants l'adorent. Maria, assise tranquillement au bout de la table, sourit. Ce sont les meilleurs enfants avec lesquels j'ai jamais travaillé. Leurs parents les élèvent magnifiquement. On essaie, dis-je, bien qu'honnêtement c'est le chaos la plupart du temps. 2 carrières chirurgicales exigeantes, 3 enfants, un chat qui pense qu'il dirige la maison, mais ça marche. Vous avez un chat aussi, demanda Marcus. Monsieur Moustache, annonça Oliver. Il est orange et gros et il dort sur mon lit. Aussi techniquement le mien, dit Michael. Je l'ai apporté dans la relation. Nathalie prétendait qu'elle n'aimait pas les chats. Maintenant, elle le laisse dormir sur ses genoux pendant les conférences téléphoniques. Il est très confortable, me défendis-je. Véronica était encore en train d'analyser la situation. Ton mari est le docteur Michael Chin. Le docteur Michael Chin qui a développé cette nouvelle technique de cartographie cérébrale? Tu connais mon travail, Michael parut satisfait. Douglas le connaît, dit-elle en désignant son mari avocat. Il s'occupe des cas de faute professionnelle médicale. Ta technique a été mentionnée dans plusieurs procès comme la nouvelle norme de soins. Elle a sauvé beaucoup de vies, dit Michael modestement. En particulier des enfants atteints de tumeurs cérébrales. Nous pouvons cartographier les zones critiques beaucoup plus précisément maintenant, ce qui signifie que nous pouvons retirer plus de la tumeur tout en préservant les fonctions. Il est modeste, dis-je. La technique de Michael a révolutionné la neurochirurgie pédiatrique. Il a été nominé pour 3 prix majeurs rien que cette année. La technique chirurgicale de Nathalie a sauvé plus de vies que la mienne, répliqua-t-il. Sa correction pour le syndrome du cœur gauche hypoplasique a un taux de réussite de 98%. La norme précédente était de 73%. Nous sommes tous les deux d'excellents chirurgiens, dis-je. Et nous sommes compétitifs à ce sujet. Très compétitifs, approuva-t-il en souriant. Notre département a une rivalité amicale avec le sien. On parie sur les résultats chirurgicaux. On parie des réservations de dîner, corrigez-je. Le mois dernier, Michael a perdu 3 fois. J'ai eu d'excellents repas. Ce mois-ci est à moi, dit-il. Je mène 2-1. La plaisanterie facile entre nous, l'affection évidente, la façon dont nous finissions les phrases de l'autre. Il était clair pour tous ceux qui regardaient que c'était un vrai mariage, un mariage fort. Comment n'avons-nous pas su, demanda encore maman. Comment n'ai-je pas su que ma fille était mariée? Qu'elle avait des enfants. Tu ne m'as jamais rendu visite chez moi, dis-je. Jamais demandé à le faire. Quand tu appelais, tu demandais des nouvelles du travail. Je te parlais de chirurgie, de recherche, de publication. Tu écoutais poliment et ensuite tu demandais si je voyais quelqu'un. Je disais que j'étais occupé. Tu soupirais et changeais de sujet. Mais les réseaux sociaux, dit tante Suzanne, tu as sûrement posté à propos de ton mariage, de tes enfants. Quelqu'un que nous connaissons doit travailler avec toi. Probablement, approuvai-je. Mais j'utilise mon nom de femme mariée au travail. Docteur Nathalie Chin.
Ma famille me connaît sous le nom de Dr Patterson. Le lien n'est pas évident à moins de chercher activement. Dr Chin, répéta papa. Tu as changé ton nom. Je l'ai fait, confirmai-je. Je voulais partager un nom avec mon mari et mes enfants. Cela semblait important. Nous avons mis les 2 noms pour les enfants, ajouta Michael. Emma Chin Patterson, Oliver Chin Patterson, Lily Chin Patterson. Nous pensions que cela honorait les 2 familles. Même si une famille ne les a jamais rencontrés, dis-je, l'accusation silencieuse impossible à manquer. Ça change aujourd'hui, dit maman fermement. Tout de suite, je veux tout savoir, chaque détail. Commence par le début. Alors, je l'ai fait. Je leur ai raconté ma rencontre avec Michael à la cafétéria de l'hôpital pendant l'internat, notre premier rendez-vous, une pause café de 20 minutes entre 2 opérations, comment nous sommes tombés amoureux alors que nous étions épuisés, privés de sommeil et complètement consumés par notre formation médicale. Michael intervint avec des histoires sur notre mariage, sur la découverte que nous attendions des jumeaux, sur le chaos de la gestion de 2 carrières chirurgicales et de 2 nouveau-nés. Emma et Oliver ajoutèrent leurs propres commentaires, racontant des histoires sur leurs parents de leur point de vue, sur la façon dont papa faisait des voix drôles en lisant les histoires du soir, sur la façon dont maman les laissait aider à faire des crêpes le week-end, sur les voyages en famille à la plage, au zoo et au musée des sciences. Lily se réveilla et eut besoin de téter, alors je m'excusai brièvement pendant que Maria l'emmenait dans la salle d'allaitement privée du restaurant. Quand je revins, Michael avait Emma sur ses genoux et expliquait à mon père comment fonctionnaient les voies neuronales en utilisant des sachets de sucre comme accessoire. Vos enfants sont brillants, dit papa en regardant Oliver compter ses doigts de poulet en utilisant des mathématiques avancées pour un enfant de 5 ans. Ce sont des enfants normaux, dis-je. Intelligents, oui, mais surtout aimés et ayant des opportunités d'apprendre. Veulent-ils être médecins, demanda tante Carole. Emma veut être vétérinaire, dis-je. Oliver veut conduire des trains. Lily est trop jeune pour avoir des opinions au-delà du lait maintenant, s'il te plaît. Nous soutenons tout ce qu'ils veulent être, dit Michael. Tant qu'ils sont passionnés par cela et travaillent dur. De bonnes valeurs, observa l'oncle Richard. Vous les élevez bien. On essaie, dis-je. Quoique, redemandez-nous à l'adolescence. On pourrait échouer de façon spectaculaire d'ici là. Vous n'échouerez pas, dit maman avec certitude. Vous êtes des parents merveilleux. Je peux le voir même en 1 heure seulement. C'est trop tard pour le voir, marmonna Véronica. Mieux vaut tard que jamais, dis-je, me surprenant moi-même à le penser vraiment. On ne peut pas changer le passé, mais on peut choisir ce qui se passe ensuite. Ce qui se passe ensuite, dit maman, c'est que j'apprends à connaître mes petits-enfants et mon gendre et la vraie vie de ma fille au lieu de celle imaginaire que j'ai créée. J'aimerais ça, dis-je. Moi aussi, ajouta papa. Bien que j'ai une question. Oui. Pourquoi nous le dire maintenant? Pourquoi ne pas continuer à nous laisser croire que tu étais célibataire? Je jetai un coup d'œil à Michael qui hocha la tête de manière encourageante. Parce que le baptême de Lily est le mois prochain, dis-je. Nous organisons une cérémonie à notre église. Toute la famille de Michael sera là. Ses parents, ses 3 frères et sœurs, 14 cousins, et d'innombrables membres de la famille élargie. Et j'ai réalisé que je voulais que ma famille soit là aussi. Même si cela signifiait avoir cette conversation, même si cela signifiait affronter toutes vos suppositions. Nous serons là, dit maman immédiatement, nous serons absolument là. Nous tous, ajouta Véronica. Je veux dire, si nous sommes invités. Vous êtes invités, dis-je. Vous tous. Les enfants devraient connaître leurs cousins, devraient avoir des dîners le dimanche avec leurs grands-parents, devraient grandir en connaissant leur famille. Même si nous avons été terribles, demanda Marcus doucement. Même si, confirmai-je. La famille ne consiste pas à être parfait. Il s'agit de se présenter, d'essayer, d'apprendre. De grandir. De sages paroles, observa Michael, venant de quelqu'un qui fait régulièrement la leçon aux résidents sur l'importance d'apprendre de ses erreurs. Je suis une excellente conférencière, dis-je. La meilleure, convint-il en m'embrassant la tempe. Emma fronça le nez à nouveau. Tellement de bisous. Habitue-toi, lui dit Oliver. Ils s'embrassent tout le temps à la maison aussi. C'est dégoûtant, déclara-t-elle. C'est de l'amour, corrigeai-je. Un jour, tu comprendras. Le déjeuner s'étira pendant 2 heures de plus.
Ma famille posa des questions, de vraies questions sur ma vie, mon travail, mes enfants. Michael charma tout le monde avec des histoires et des explications médicales. Emma et Oliver se rapprochèrent de leurs grands-parents, surtout quand papa commença à faire des tours de magie avec sa serviette. Au moment où nous sommes partis, maman avait prévu de faire du babysitting le week-end prochain. Véronica m'avait demandé conseil sur une question médicale concernant sa grossesse. Marcus voulait savoir si je prendrais la parole lors du séminaire sur la santé et le bien-être de son entreprise. Ils essayaient, vraiment, de me connaître au lieu de projeter leurs suppositions. Alors que nous marchions vers nos voitures, Michael tenant Emma tandis que je portais Lily et qu'Oliver me tenait la main, papa nous rattrapa. « Nathalie, dit-il, je te dois des excuses. » Des excuses massives. « C'est vrai, approuvai-je. Pendant 7 ans, je t'ai prise en pitié. Je pensais que tu gâchais ta vie. Et tu construisais cette belle famille tout en sauvant la vie d'enfants et en faisant progresser la science médicale. Tu es extraordinaire. Et j'étais trop aveugle pour le voir. Tu n'étais pas aveugle, dis-je. Tu cherchais juste autre chose. Tu cherchais la fille que tu imaginais au lieu de celle que je suis réellement. Puis-je apprendre à connaître la vraie, demanda-t-il. À partir de maintenant? Oui, dis-je. Mais ça doit être réel, papa. Pas juste t'impressionner avec des réussites, pas juste des dîners le dimanche où nous jouons tous au bonheur. Une vraie relation, un vrai intérêt, un vrai effort. Je peux faire ça, promit-il. Alors oui, dis-je, tu peux me connaître, la vraie moi. Il me serra dans ses bras alors, faisant attention à ne pas écraser bébé Lily entre nous. Je t'aime, dit-il. J'aurais dû le dire plus souvent. J'aurais dû mieux le montrer. Tu peux le montrer maintenant, dis-je. En étant présent pour tes petits-enfants, en étant le grand-père qu'ils méritent. Je le ferai, promit-il. Je le ferai absolument. Nous sommes rentrés chez nous dans notre monospace. Pratique, sans glamour, parfait pour 3 sièges auto, une semaine de fournitures médicales et d'affaires pour enfants. Ça s'est bien passé, observa Michael. Mieux que prévu, convins-je. Ta sœur avait l'air d'avoir été percutée par un camion. Elle s'en remettra, dis-je. Véronica est résiliente. Tu penses qu'ils vont vraiment changer? Peut-être, dis-je. Ou peut-être qu'ils ajusteront simplement leur récit. Quoi qu'il en soit, nos enfants apprennent à connaître leurs grands-parents. Cela compte plus que le fait que ma famille me comprenne totalement. Tu es généreuse, dit-il. Je suis pragmatique, corrigeai-je. Garder rancune prend une énergie que je préfère dépenser pour la chirurgie et nos enfants. Sage et belle, dit-il en se penchant pour me serrer la main. Bisous. Cria Emma depuis le siège arrière. On ne s'embrasse même pas, protestai-je. Mais vous y pensez, dit-elle. Je peux le voir. Michael rit. C'est ta fille. Effroyablement perspicace. Notre fille, corrigeai-je. Et oui, elle me terrifie parfois. Nous sommes entrés dans notre allée, une maison modeste dans un bon quartier scolaire. Rien de chic, juste un foyer. Notre foyer rempli de jouets, de revues médicales, d'amour, de chaos et de tout ce qui rendait la vie digne d'être vécue. Ce soir-là, après que les enfants se furent endormis et que Michael examinait des scanners pour l'opération de demain, je me suis assise dans notre chambre en regardant les photos du déjeuner. Maman tenant Lily. Papa faisant des tours de magie pour les jumeaux. Véronica ayant l'air choquée mais essayant de sourire. 7 ans de suppositions brisées en un seul après-midi. Je me demandais s'ils changeraient vraiment ou si ce n'était qu'une brève interruption dans leur récit préféré. Mais de toute façon, j'avais ce qui comptait. Un mari qui m'aimait. Des enfants en bonne santé et heureux. Une carrière qui sauvait des vies et faisait avancer la médecine. Une vie que j'avais bâtie selon mes propres termes. Et si ma famille voulait enfin faire partie de cette vie, eh bien, il y avait toujours de la place pour un de plus au dîner. Hey, ¿quién te contó eso? No te creas, sí sé quién te contó. Es pendejo, Jimmy, nunca le vas a ganar. Ah, sí, deja Choco. Deja Choco el apestoso. No lo va a tener actualizado. Muy Son seguramente. como 70 gigas, Padre Santo. Bueno, 91%. Se va a caer el stream, pero de que lo termino de...
Y que la termina de actualizar, la termina de Denme la actualizar. pizza. Entonces le da. Ah, ok, tío, si le damos una de. Loco, nadie has jugado nada esta temporada. Hermano, ¿tú crees que alguien de mi calibre jugaría Fortnite? Sí. Y hasta cosas peores. Cosas por sí. Eso sí no me voy a negar.